Bataille emblématique du Seigneur des Anneaux, point important de l'histoire. Aujourd'hui, parlons de la guerre de la dernière alliance d'Agorlad. Depuis sa défaite à la bataille du Gwathlo, une bataille ayant eu lieu entre Sauron et les elfes non loin de la ville de Tharbad, Sauron nourrissait une haine particulière à l'égard des Núménoréens et désirait ardemment se venger d'eux. En 3261, du Deuxième Âge, Sauron osa enfin faire la guerre aux hommes et le dernier roi de Núménor, Ar-Pharazôn, avait rassemblé une armée massive pour contrer cette menace. Percevant la puissance et la splendeur des Núménoréens, les serviteurs de Sauron l'abandonnèrent et le Seigneur des Ténèbres fut pris de peur et s'agenouilla devant Ar-Pharazôn. Il fut amené comme otage à Núménor et réussit finalement à reprendre sa revanche en jouant un rôle vital dans les événements qui menèrent à la chute de Núménor. Pourtant, de tous les Núménoréens, c'est Elendil qu'il haïssait le plus, et sa colère était démesurée que lui et ses fils se soient échappés. Pour plus de détails sur cette histoire, je vous renvoie à mon épisode sur Núménor et celui sur Ar-Pharazôn. Après la chute de Núménor, en 3319 du Deuxième Âge, les fidèles restants, menés par Elendil et ses fils, Isildur et Anarion, établirent les royaumes en exil de la Terre du Milieu. Elendil gouvernait Arnor au nord, Isildur et Anarion gouvernaient conjointement le royaume méridional de Gondor. Sauron, quant à lui, périt physiquement par noyade, pris dans la chute de Núménor qu'il avait habilement comploté de provoquer. Néanmoins, même s'il fut réellement noyé, l'esprit de Sauron perdura. Il retourna dans sa forteresse de Barad-dûr, au Mordor, et fut capable, à terme, de reprendre forme visible. Cependant, il convint tout à fait de noter qu'à partir de ce moment-là, Sauron ne pouvait plus prendre de forme trompeuse et agréable à l'œil, comme il l'avait fait si longtemps auparavant pour tromper les elfes et les Núménoréens, alors qu'il était retenu prisonnier. Percevant que ses ennemis d'autrefois avaient échappé à la chute de Núménor, la colère de Sauron était ravivée et, en 3429, il lança une attaque contre la forteresse d'Isildur Minath Ithil. Croyant que Sauron avait péri dans la chute de Núménor, ils furent complètement pris par surprise. Minath Ithil fut prise et l'arbre blanc du Gondor qu'Isildur avait planté fut brûlé. Néanmoins, Isildur, sa femme et ses enfants s'échappèrent, sauvant également un plan de l'arbre blanc, et naviguant sur l'Anduin, ils se rendirent au royaume d'Elendil à Arnor. C'est là qu'Elendil et Gil-galad, au roi des Noldor, forgèrent la dernière alliance des elfes et des hommes, pour, en 3430, vaincre définitivement Sauron. Pendant ce temps, Anarion tenait bon au Gondor, défendant Osgiliath et Minas Anor. En 3431, les elfes de Lindon, menés par Gil-galad et Círdan, marchèrent vers l'est et furent attendus par Elendil à Amon-Sul. L'armée combinée marcha en direction d'Imladris, de Foncombe, où elle rejoignit le seigneur Elrond, qui était le héros de Gil-galad, et agissait en tant que commandant second de la campagne à venir. L'ultime alliance se reposa pendant environ 3 ans à Foncombe, forgeant des armes et élaborant des plans. Ils traversèrent ensuite les monts brumeux par de nombreux cols et marchèrent le long de l'Anduin, où ils furent rejoints par des nains de Khazad-dûm, des elfes de la Forêt Noire menés par Orofer et Thranduil, et des elfes de Lothlórien sous les ordres d'Amdir. À l'extrémité sud d'Erin-Galen, l'armée a tourné vers le sud-est et a marché à travers des zones désolées nommées les Terres Brunes, qui avaient été les jardins des Elfâmes. Ces terres autrefois florissantes ont dû être rasées par Sauron pour bloquer l'approvisionnement de l'Alliance pendant leur descente. L'Alliance pénétra dans la vaste plaine à l'extérieur du Mordor, où elle fut rejointe par les forces d'Anarion. Là, l'armée de Sauron les attendait depuis le nord-ouest. Parmi les nains, peu combattirent d'un côté comme de l'autre, mais la famille de Durin de Moria prit une part non négligeable dans le combat contre Sauron. Et c'est donc là la réponse à une question qu'on m'a posée sur la bataille. Donc oui, il y avait des nains. Au cours des premières escarmouches, Orofer et ses elfes, peu équipés, se lancèrent imprudemment à l'assaut de nombreuses forces orques avant que Gil-galad n'en ait donné l'ordre et subirent de lourdes pertes, dont Orofer lui-même, comme j'en parle dans mon épisode sur Thranduil. Amdir et ses forces furent également coupés de la bataille principale et repoussés dans les marais situés juste au sud, où il s'embourba avec une bonne moitié de ses troupes.
Cette zone fut connue par la suite sous le nom de Marais des Morts, en raison des milliers de corps qui y étaient enterrés. Cette bataille fit rage pendant des jours et des nuits sans interruption. Mais les elfes étaient encore puissants à cette époque, et les Númenóréens étaient grands, forts et terribles. Et personne ne pouvait résister à Aeglos et Narsil, la lance de Gil-galad et l'épée d'Elendil qui remplissaient de peur tous les orques et les hommes mauvais. Lentement, les elfes et les Númenóréens réduisirent le grand nombre d'orques et le repoussèrent vers la Porte Noire. On ne sait cependant pas comment l'Alliance parvint à percer cette puissante fortification. Vous conviendrez que ça, c'est pas facile à percer. Les forces de la dernière Alliance avaient forcé la Porte Noire donc pour entrer dans le Mordor. La victoire semblait proche, mais aucune puissance, à l'exception des Valar peut-être, ne pouvait pénétrer de force dans la Tour Sombre. Bien qu'une grande partie des forces de Sauron ait été détruite à Dagorlad, ses troupes étaient encore nombreuses et Sauron ordonna de nombreuses sorties. Le siège se poursuivit année après année de 3434 à 3441. Les fils d'Isildur, Aratan et Cirion, furent détachés et envoyés à Minas Ithil pour se préparer contre une évasion vers le sud-ouest. Mais son fils aîné, Elendil, resta à ses côtés jusqu'à la fin. Anarion fut tué en 3440 par un projectile lancé depuis Barad-dûr. La 7e année du siège, la situation devint si pressante que le Seigneur des Ténèbres lui-même sortit. Son assaut fut terrible et le siège fut presque brisé, lorsque Sauron et son armée avancèrent vers les pentes de la montagne du destin. Là, il fut arrêté par les capitaines de l'Alliance, Gil-galad et Elendil, et à leur côté se tenaient Elrond, Círdan et Isildur. Sauron combattit Gil-galad et Elendil et tous deux furent tués. Quand Elendil est tombé, son épée s'est brisée sous lui. Mais Sauron fut également jeté à terre, et Isildur saisit la poignée de l'épée de son père et coupa le doigt auquel Sauron portait l'anneau unique. Privé de son pouvoir, Sauron n'était plus capable de conserver une forme physique et périt. L'Alliance poursuivit les orques qui étaient alors en déroute et les tua tous. Barad-dûr fut rasé, mais ses fondations restèrent en place car elles avaient été construites grâce au pouvoir de l'anneau unique qui ne fut pas détruit. Les milliers d'hommes et d'elfes morts furent sortis du Mordor et enterrés dans la plaine de Dagorlad. Au cours de la guerre, qui se termina par le siège de Barad-dûr en l'an 3441, la majeure partie de l'armée des elfes sylvains avait été perdue. Thranduil ramena tristement le tiers restant de son armée chez lui, dans la forêt noire. Alors qu'il avait trouvé l'anneau unique, Isildur refusa les supplications d'Elrond et de Círdan, qui lui demandaient de le détruire en le jetant dans le feu du destin. Le réclamant comme une rançon pour la mort de son père et de son frère, il le garda. Le résultat fut que si Sauron fut vaincu et terrassé, son esprit ne fut pas détruit, et il se cacha dans les terres sombres à l'est du Mordor et reconstruisit lentement son pouvoir. Les Neufs, les Nazgûl, attendaient également le jour où il se relèverait dans l'ombre et au-delà des histoires. Si les armées orques de Sauron ont été pratiquement entièrement détruites pendant la guerre, des groupes épars ont survécu. Dans la dernière alliance, les pertes ont été lourdes, Elendil et Anarion avaient disparu, et Gil-galad, le dernier roi des Noldor, n'était plus. Arnor a subi de lourdes pertes et a vu sa population décliner. Il ne se rétablit jamais vraiment de ce massacre en tant que puissance majeure, et se brisa en 3 morceaux quelques siècles plus tard, comme j'en parle dans mon épisode sur le Royaume du Nord. Gondor a moins souffert et est devenu une nation puissante. C'est mon épisode sur le Gondor. Isildur, le nouveau roi d'Arnor, périt seulement 2 ans plus tard dans la catastrophe des champs Osiris avec ses 3 fils aînés. Ils sont tombés dans une embuscade tendue par une force orque opérant depuis la rivière Anduin. Au cours de la mort d'Isildur, l'anneau fut perdu dans les profondeurs de l'Anduin. Beaucoup de choses étaient détruites ou perdues, mais Sauron était réduit au silence, pour un temps. Et la suite, vous la connaissez. Maintenant que nous avons parlé de Dagorlad, avant la fin, il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. C'est la forme d'un forum de jeux de rôle Seigneur des Anneaux qui a déjà plus de 15 ans d'existence. Ça s'appelle Bienvenue à Minas Tirith. Et si ça vous intéresse, tout est dans la description pour le rejoindre. Qu'est-ce qu'il s'y passe? Bah voilà quelques infos. Bienvenue à Minas Tirith est un forum de jeux de rôle littéralement fondé il y a plus de 16 ans, maintenant. Se rapprochant du jeu de rôle sur table, ce format favorise cependant le développement d'un personnage sur le long terme, vivant des aventures multiples dans un monde complexe. Il n'y a pas de dés ou de stratégie dans ce système, mais
mais ce sont les interactions entre les joueurs et celles avec l'environnement qui prennent une place vraiment grande dans l'histoire. Donc l'histoire de Bienvenue à Minas Tirith se déroule en Terre du Milieu au 4e âge, 3 siècles après les événements du Seigneur des Anneaux. Ceci permet de garder le respect de l'œuvre de Tolkien tout en laissant l'opportunité aux joueurs de se plonger dans cet univers fascinant. Au final, les membres de cette communauté écrivent en quelque sorte un livre ensemble autour d'un scénario principal créé par l'équipe d'administration, en incarnant un personnage de leur choix, que ce soit un fermier hobbit, un guerrier orc ou un noble du Gondor. La communauté du forum est à échelle humaine, diversifiée et car rassemblant des hommes et femmes, jeunes et anciens, venus des différents pays, des différents milieux, mais soudés et toujours ravis de se réunir sur le serveur Discord ou lors de rencontres IRL organisées de manière ponctuelle lorsque la situation sanitaire le permet. Et un peu de lore, ça fait pas de mal, on parlait du 4e âge juste avant. Nous sommes donc à la fin de l'an 301 du 4e âge, 3 siècles après la défaite de Sauron. Après la chute du mystérieux ordre de la couronne de fer, la paix ne semble pas encore prête à s'installer en Terre du Milieu. Le royaume réunifié se retrouve à nouveau divisé entre le haut roi Méphisto du Gondor et son neveu Aldarion, roi de l'Arnor. Le Rohan, tout juste ressorti d'une guerre de succession, fait face à l'invasion du mystérieux peuple du pays de Nurnan. Les nains, réunis sous la bannière de leur roi, mènent une reconquête sanglante contre les gobelins du mont Gundabad. Au sud, l'émir du Arrondor se retranche dans la cité de Jaffa face à l'assaut furieux des pirates d'Umbar, tandis que la reine Lyra d'Orun consolide son pouvoir en faisant face aux fanatiques de Melkor de la cité d'Albior. Les plus grands esprits de la Terre du Milieu se sont associés pour alerter les puissants de ce monde et les prévenir d'une nouvelle menace, celle d'un groupe tentant de s'approprier puissants artefacts des temps anciens. Des aventuriers venus des 4 coins de la Terre du Milieu rejoignent alors cette chasse au trésor envoyée par les royaumes ou à leur propre fin. Et voilà, j'espère que ce forum saura vous intéresser. Pour cette semaine, je vous annonce mes lives. Mardi, on va continuer Bloodborne parce que retour à Yharnam, ça fait jamais de mal. Mercredi, c'est la bataille pour la Terre du Milieu, Age of the Ring, un mode hyper cool. J'espère que la version 7.0 sera sortie, sinon ce sera 6.1 et avec les motivés. Et jeudi sur la crypte, ce sera Forza Horizon 4. Tous les liens sont en description. Maintenant, les quelques questions que vous m'aviez posées sur Dagorlad. Neta me demande: dans le film, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'elfes à cette bataille qu'aux autres batailles du Seigneur des Anneaux. Est-ce pareil dans les livres? Et si oui, pourquoi? Eh ben la réponse a été donnée avant. C'est simplement qu'à cette époque, les elfes étaient vraiment puissants. Et c'est cette bataille qui les a affaiblis fortement. Les magistrales, me demandent: petite question, pourquoi Sauron ne vient-il pas se battre dès le début de la bataille? PS, super tes vidéos. Merci, ça fait plaisir. Eh bien, un commandant ne vient pas au début et préférera diriger une bataille de loin en sécurité, parce que si la tête tombe, généralement, tout le reste ne suit pas forcément loin derrière. Louis demande droit derrière: pour la bataille de Dagorlad, est-ce que Sauron savait-il qu'une alliance entre les hommes et les elfes existait, et combien étaient-ils respectivement? Alors oui, Sauron savait forcément, et il avait forcément conscience de l'existence de l'alliance. Pour les forces en présence, en revanche, je ne sais pas vraiment. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y avait pas mal de monde. Lord Dangmar me demande: est-ce que lors de la bataille de Dagorlad, il n'y avait que des orques, trolls et autres créatures maléfiques, ou y avait-il déjà des alliances avec les orientaux notamment? Alors les alliances avec l'Est existaient déjà bien entendu. Les orientaux étaient là assurément. Des Haradrim peut-être, mais c'est moins certain étant donné l'état de l'Umbar à cette époque-là. Je vous renvoie à ma vidéo sur les Haradrim. Et voilà, pour la semaine prochaine, ce sera thème surprise. Alors, il ne me reste qu'à vous dire à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!